vous avez ici donc, le repos. Je vais changer de couleur. Voilà, donc ici le repos. Et puis, il faut savoir que ce genre de cellules, les cellules contractiles, ont besoin d'un influx externe pour justement avoir un potentiel d'action. Ils ne peuvent pas se dépolariser par elles-mêmes. Donc ici, il y a un influx qui est arrivé. Et donc, hop, dès que l'influx arrive, il va déclencher un potentiel d'action, donc qui va être comme ça. Donc, très, très rapide et très rapidement ascendant. Pourquoi donc cette ascension? C'est tout simplement parce qu'il y a une entrée massive du sodium. Donc, il y a une entrée massive du sodium du secteur extracellulaire vers le secteur intracellulaire. Et donc, vous aurez une polarité qui va passer de négative à positive à peu près à plus 25 millivolts. Et puis, donc, c'est ce qu'on appelle la phase zéro du potentiel d'action. Il est dû à l'entrée massive du sodium. Et puis, vous avez ce qu'on appelle la phase 1. Dans ce cas-là, il y aura une légère descente justement de ce potentiel d'action. Pourquoi? Parce qu'il y a une légère sortie du potassium intracellulaire. Donc, il y a une légère sortie du potassium intracellulaire vers le secteur extracellulaire. Donc, vous aurez une légère descente. Et puis, vous aurez la phase 2, ici, ce qu'on appelle la phase plateau, parce que ça ressemble justement à un plateau. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? On a en quelque sorte un équilibre entre l'entrée du calcium et la sortie du potassium. Donc, dans cette phase-là, plateau, on a en quelque sorte un équilibre entre sortie du K+, du potassium, et entrée du calcium. Donc, c'est un équilibre entre l'entrée du calcium et la sortie du potassium. Donc, cet équilibre-là, entre les deux, va créer en quelque sorte un plateau. Et puis, vous avez la troisième phase. Donc, celle-là, c'est ce qu'on appelle la phase de repolarisation. Donc, cette phase de repolarisation, elle est, elle est due à une sortie massive du potassium. Donc, cette sortie massive du potassium va ramener la cellule à son potentiel de repos qui est situé aux alentours de moins de 90 millisecondes. Et puis, juste ici, donc avant le début de la phase 4. Donc, la phase 4, c'est la phase de repos. C'est la phase de repos donc, de la cellule. Juste avant donc, cette phase ici, donc juste ici, vous aurez donc l'intervention des pompes Na+, K+, ATPase qui vont rendre donc l'équilibre, donc qui vont rendre la cellule comme elle était avant, c'est-à-dire elle va faire sortir le Na+, et elle va faire entrer le K+. Le K+, qui est sorti de la cellule, elle va le faire rentrer, et le Na+, qui est rentré à la cellule, elle va le faire sortir, et donc elle va rééquilibrer les cellules comme elles étaient avant, en attendant justement un autre influx qui arrive, et elle va refaire exactement le même cycle. Donc voilà le cycle, on va dire, du potentiel d'action, dépolarisation, phase plateau, repolarisation des cellules musculaires myocardiques qui n'ont pas de fonction justement ni conductrice, ni, euh, ni électrostimulante, c'est-à-dire non, ni génératrice, ni conductrice du rythme. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Comme je vous ai dit, vous pouvez m'arrêter à tout moment. Donc, en tout, on a trois types, génératrice, conductrice et contractrice. Ah. Donc, en tout, on a trois types de cellules, génératrices, conductrices et contractrices, c'est ça? Exactement, oui. Donc, vous avez les cellules
donc électriques, elles sont de deux types, génératrices et conductrices. Et vous avez l'autre type de cellules, c'est les cellules donc à fonction contractile. Voilà. D'accord. OK. Et maintenant, justement, on va voir. Donc, on a terminé en quelque sorte avec les cellules à fonction contractile. Maintenant, on va voir les cellules à fonction électrique, à savoir à fonction donc génératrice, donc celle de la gauche. Donc, celui-là, c'est le potentiel d'action des cellules génératrices. Et celui de la droite, c'est le potentiel d'action des cellules conductrices. Voilà. Donc, on va commencer par les cellules génératrices. Comme vous voyez, le potentiel d'action, il est assez différent de celle qu'on a vu tout à l'heure. Il faut savoir qu'elle a justement la particularité principale des cellules génératrices. Elles ont deux particularités principales. La première particularité, c'est qu'elles n'ont pas de phase plateau. Comme vous voyez ici, il y a une absence de la phase plateau. Excusez-moi une seconde. Alors, je vous ai dit que donc, la première particularité, c'est qu'il y a une absence de phase plateau, comme vous voyez ici. Donc, on a une montée et directement une descente. Donc, on n'a pas de phase plateau dans les cellules génératrices électriques. Et puis, la deuxième particularité, c'est que leur phase de repos, ce que je viens de dessiner ici en rouge, eh ben, leur phase de repos n'est pas tout à fait plate comme ça. Donc, tout à l'heure, quand on a vu les cellules à fonction contractile, elles ont une phase de repos qui est complètement plate comme ça. Et puis, quand un influx arrive, elle va déclencher un potentiel d'action. Ici, ce n'est pas le cas. Les cellules à fonction génératrice, à fonction électrique en général, ils n'ont pas de phase de repos euh, plate, mais ils ont justement une phase de repos qui est ascendante. Et cette ascension, elle est due à une entrée du Na+, mais cette entrée-là, elle n'est pas massive. C'est une entrée qui est, comment dirais-je, qui est, donc le Na+, va rentrer, on va dire, doucement. J'ai perdu le mot. Donc, l'entrée, genre le Na+, il يدخل بالعقل. J'ai perdu le mot. L'entrée lente, voilà. Donc, vous avez donc une entrée lente du Na+, qui va justement générer cette pente-là ascendante du potentiel de repos des cellules génératrices. Et puis, à un certain moment, quand ce potentiel de repos arrive au seuil de déclenchement d'un potentiel d'action, qui est donc ici en bleu, donc c'est celui-là. Donc une fois ce potentiel de repos justement arrive à un potentiel d'action, ici, donc arrive au seuil de potentiel d'action, dans ce cas-là, il va déclencher un potentiel d'action qui est donc cette courbe-là ascendante, qui n'est pas ascendante d'une manière très aiguë comme on avait tout à l'heure, mais elle est ascendante d'une manière relativement lente par rapport tout à l'heure. Et cette entrée et cette ascension du potentiel d'action, ce déclenchement du potentiel d'action, là, il est dû à une entrée du calcium et non à une entrée de sodium comme on a vu tout à l'heure. Là, c'est une entrée du calcium. Et puis, on a absence justement de la phase 1 et de la phase 2. On a directement une phase 3 qui est une repolarisation, comme ça, en jaune. Donc, qui est une repolarisation en jaune qui est due justement à une entrée, à une sortie du K+. Donc, c'est une sortie du K+. Et puis, à la fin de la repolarisation,
vous aurez donc l'intervention toujours des pompes Na+, K+, ATPase qui vont faire justement sortir le sodium et le calcium qui est rentré et elles vont faire entrer le potassium qui est sorti pour rééquilibrer la cellule, mais il faut savoir que elles vont, donc on va dire euh, les pompes responsables de l'entrée de lente de sodium, elles vont rester toujours ouvertes et dans ce cas-là, justement, il y aura la reprise, vous voyez ici, la reprise donc, de la pente ascendante du potentiel d'action, pardon, du potentiel de repos des cellules. Donc, je vous refais. Vous avez la phase 4 qui est le potentiel de repos. Donc, elle n'est pas plate, elle est ascendante d'une manière lente. Vous avez ça, la phase 4. Et puis, vous aurez, dès que donc, la phase 4 arrive au seuil de déclenchement du potentiel d'action, il y aura justement un déclenchement de la potentiel d'action avec entrée donc, du calcium. Et puis, vous aurez une phase de dépolarisation, de repolarisation, pardon. Elle est faite par une sortie du K+. Donc là, c'est une sortie de K+. Là, c'est une entrée donc plus ou moins rapide du calcium. Et là, c'est une entrée lente du sodium. Donc, c'est une entrée lente du sodium jusqu'à arriver au seuil de déclenchement du potentiel d'action. Vous aurez un déclenchement du potentiel d'action avec entrée du calcium et puis vous aurez une absence de la phase plateau et puis vous aurez directement donc une repolarisation par une sortie du potassium et puis donc avec l'intervention des pompes Na+, K+, ATPase, elle va rétablir l'équilibre et donc il y aura donc il y aura une reprise du même cycle comme ça, justement, en bas de déclenchement du potentiel d'action, en bas de repolarisation et ça reprend. Donc voilà on va dire l'aspect de dépolarisation, repolarisation des cellules génératrices. Et comme on a dit, donc, ils ont la particularité de s'auto-déclencher. Donc, elles peuvent se déclencher par elles-mêmes. C'est pour ça qu'elles sont donc génératrices d'un rythme cardiaque. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Ça va. Euh, Oui. Il n'y a pas quelque chose vous n'avez pas de questions? Et je continue alors. Donc, maintenant, Anam, Pardon, oui, on est en train, pour moi, on est en train, parce que j'ai pas fait de révision, alors j'essaie de comprendre dès le début. Alors là, on parle sur la cellule génératrice, on parle sur les nœuds, c'est ça, les nœuds sinusales et exactement. les nœuds, c'est Le ça, nœud du sinus coronaire et le nœud atrioventriculaire. oui, c'est ça, on parle exactement comment ça fonctionne, c'est Exactement, ça. oui. Oui, Très oui. bien, merci. Merci. De rien. Merci. Donc maintenant, on va rester toujours sur les cellules donc génératrices du potentiel d'action. Mais maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, pourquoi c'est le nœud sinusal qui prend le relais par rapport au nœud atrioventriculaire, par exemple. Donc, tout, tout est, on va dire, expliqué par la pente de potentiel de repos. Je vais donc créer une note. Donc,
Si vous remarquez bien ici, par exemple, j'ai donc ma courbe, et puis j'ai deux types de potentiel d'action. Donc, je vais prendre le premier, c'est le potentiel, on va dire, d'action et le potentiel de repos du nœud sinusal. Je vais le mettre en rouge. Donc, vous avez, attendez, donc le vert, il est où le vert? Donc, vous avez le seuil, ici, les pointillés en rouge. Donc, c'est le seuil de déclenchement. C'est-à-dire, c'est le seuil que la cellule doit atteindre pour déclenchement d'un potentiel d'action. Donc, vous avez tout d'abord les cellules du nœud sinusal, comme on a dit en rouge. Elles ont une phase comme ça de repos qui est, par exemple, comme ça. Donc, la phase de repos, comme on a dit, ascendante. Et puis, une fois elle arrive au potentiel, donc au seuil de déclenchement du potentiel d'action, il y aura un déclenchement d'un potentiel comme ça, une dépolarisation, puis une repolarisation, et puis elle va reprendre exactement le même cycle, puis donc déclenchement du potentiel d'action, dépolarisation, puis donc repolarisation, et elle va reprendre exactement le même cycle. Donc ça, c'est par exemple par rapport au nœud sinusal. Donc si vous maintenant, on va schématiser en jaune par exemple le nœud atrioventriculaire. Donc remarquez, donc la différence c'est la pente. Donc si on va dire la différence c'est la vitesse d'ascension du potentiel de repos. Donc pour le nœud atrioventriculaire, ça va être à peu près comme ça. Donc une fois il arrive ici au potentiel d'action, il va déclencher un potentiel d'action, dépolarisation, repolarisation, et puis il reprend à zéro. En bas, il y aura un autre cycle comme ça, lent, déclenchement. Voilà. Donc, si vous remarquez ici la différence, vous voyez que donc, la pente de dépolarisation, la pente de potentiel de repos vers le nœud sinusal en rouge, elle est plus rapide que la pente de repos du nœud atrioventriculaire en jaune. Et donc, c'est pour cela que le temps pris qui est là, je vais le schématiser en rouge. Donc, le temps, le rouge, voilà, donc le temps pris ici par le nœud sinusal, donc le temps du nœud sinusal, donc le temps pris par le nœud sinusal pour déclencher un potentiel d'action et le temps pris par le nœud atrioventriculaire pour déclencher un temps, donc un potentiel d'action, donc n'est pas le même. Donc vous voyez bien que le nœud sinusal prend beaucoup moins de temps par rapport au nœud atrioventriculaire, et donc c'est pour ça que c'est lui qui va prendre le relais. Donc c'est lui le chef d'orchestre en matière de rythme cardiaque, parce que tout simplement il prend moins de temps pour déclencher un potentiel d'action par rapport au nœud atrioventriculaire. Donc une fois ici, donc à la flèche, une fois que le nœud sinusal déclenche un potentiel d'action, donc ce potentiel d'action, il va arriver justement au nœud atrioventriculaire ici. Donc il va arriver ici. Et donc une fois qu'il arrive, il va automatiquement donc déclencher. Donc je vais essayer de schématiser, c'est mieux. Donc vous avez ça. Donc comme on a dit, donc vous avez le seuil de déclenchement ici et vous avez ici la courbe du déclenchement du nœud atrioventriculaire. Elle n'a pas atteint justement son seuil de déclenchement, mais hop, il y a un potentiel d'action qui est arrivé ici. C'est le potentiel d'action justement du nœud sinusal qui est plus rapide. Donc une fois qu'il arrive au nœud atrioventriculaire, il ne va pas le laisser donc, continuer sa courbe de potentiel de repos, il va le simuler, donc il va déclencher comme ça un potentiel d'action avec des polarisations, repolarisation, et hop, rebolote. Donc il va continuer comme ça
avant que lui-même arrive à un potentiel d'action, au seuil de potentiel d'action, il va arriver ici, le nœud sinusal, il va le déclencher. Donc, en quelque sorte, il ne va pas le laisser arriver à son seuil d'autodéclenchement. Donc, il va toujours être déclenché par le nœud sinusal parce que, justement, il est plus rapide que lui. Donc, c'est pour cela que c'est le nœud sinusal qui prend le relais. Donc, tout simplement, si jamais, pour une raison ou une autre, le nœud atrioventriculaire arrive à déclencher un potentiel d'action plus rapidement que le nœud sinusal, c'est lui qui va prendre le relais. C'est le cas, par exemple, entre le nœud sinusal et le nœud du sinus coronaire. Donc, quand le nœud du sinus coronaire arrive à déclencher plus vite que le nœud sinusal, c'est lui qui va prendre le relais. En bas, quand le nœud sinusal arrive à déclencher plus vite que le nœud du sinus coronaire, c'est lui qui va prendre le relais. Et ce qui expliquait aussi en cas de fibrillation atriale, par exemple, ou en cas de flutter, pourquoi ils prennent le relais par rapport au nœud sinusal? Parce que tout simplement, ils arrivent à déclencher plus rapide que lui. Donc c'est pour cela que quand vous avez une fibrillation atriale ou bien un flutter, il faut savoir que le nœud sinusal, il est là, ne peut pas travailler, il n'arrive pas à travailler, tout simplement parce que, par exemple, le flutter, il est en train de déclencher à 300 battements par minute, le nœud sinusal est en train de déclencher à 100, donc tout simplement, le flutter va prendre le relais par rapport à lui, donc il va toujours supprimer son potentiel d'action avant même qu'il arrive à son seuil d'autodéclenchement. Donc, en quelque sorte, le nœud sinusal, il est là, il va rester et il va juste regarder le flûteur et le FA être le chef d'orchestre du rythme. Voilà. Est-ce que c'est clair pour l'instant? Je n'ai pas compris en cas d'AFA. Oui. En cas d'AFA, c'est le nœud du sinus coronaire qui prend le relais. Non, 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 non. En cas de FA, je vous ai dit qu'en cas de FA, c'est la FA qui prend le relais. Parce que le déclenchement de la FA, il est beaucoup plus rapide que le déclenchement du nœud sinusal. Par exemple, la FA, elle est là en train de battre à 500 battements par minute. Le nœud sinusal, il est là à battre, par exemple, à 100 battements par minute. Donc, le déclenchement de la FA, il est beaucoup plus rapide que le déclenchement du nœud sinusal. Donc, c'est pour cela qu'on ne voit pas d'onde P en cas de fibrillation atriale. Donc, elles sont là, elles sont masquées. Parce qu'ils ne travaillent pas parce D'accord. que, justement, il y a la FA qui a pris le relais. D'accord, merci. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? On continue alors. Donc, maintenant, on va arriver aux cellules conductrices. Il faut savoir que justement ces cellules-là conductrices, du faisceau de His, du faisceau de Purkinje, dans les faisceaux dans le faisceau interatrial, etc., ben, elles ressemblent beaucoup aux cellules, donc leur potentiel d'action ressemble beaucoup aux cellules de fonction contractile. Donc, ils ont une phase 0 qui est caractérisée par l'entrée massive du sodium. Et puis, ils ont une phase 1 qui est caractérisée par une sortie du K+, une légère sortie du K+. Ils ont une phase 2, phase plateau, qui est, comme on a dit, un équilibre entre la sortie du potassium et l'entrée du calcium. Et puis, ils ont une phase 3, qui est une dépolarisation, une repolarisation, pardon, due à une sortie massive du potassium intracellulaire. Et puis, il y a ici, donc le point où j'ai mis un point, donc, donc l'intervention donc des pompes membranaires sodium potassium qui vont faire justement rendre l'équilibre comme elle était avant. Et la particularité entre les cellules conductrices et les cellules à fonction contractile, c'est justement leur potentiel
Vous voyez ici leur potentiel de repos. Donc leur potentiel de repos, il n'est pas très plat, mais il est légèrement ascendant. Donc vous voyez bien légèrement ascendant, mais justement cette ascension-là, elle est beaucoup plus lente que ce qu'on a vu tout à l'heure, par exemple ici. Donc vous remarquez donc la pente ici en rouge, la pente donc d'auto-déclenchement du nœud sinusal, et ici en bleu, la pente d'auto-déclenchement ici d'une cellule, par exemple, conductrice du faisceau de Purkinje. Donc la pente, vous voyez bien que c'est beaucoup plus rapide pour le nœud sinusal et c'est beaucoup moins rapide pour le faisceau de Purkinje, par exemple. C'est pour cela que donc, le rythme, donc la rapidité du faisceau du nœud sinusal, par exemple, on va dire aux alentours de 100 battements par minute. Par contre, si jamais, pour une raison ou une autre, le faisceau de Purkinje prend le relais donc, de pacemaker, vous aurez par exemple une fréquence à 20 battements par minute. Parce que, tout simplement, c'est une question donc, de pente d'auto-dépolarisation du potentiel de repos. Donc, il faut savoir que cette pente du nœud sinusal, elle est 5 fois, par exemple, c'est juste pour expliquer, hein. Donc, elle est par exemple 5 fois plus rapide que le nœud, pardon. Donc, le nœud sinusal, par exemple, il est 5 fois plus rapide à déclencher un rythme par rapport au faisceau de Purkinje. Donc, c'est par rapport toujours à cette pente-là. C'est clair pour l'instant? Oui, c'est clair, c'est très clair. Merci. Ok, donc on continue. Donc, une fois qu'on a terminé justement le rappel sur l'électrophysiologie, maintenant donc je vais vous rappeler donc rapidement sur l'emplacement des électrodes. Donc vous avez 4 électrodes périphériques et vous avez 6 électrodes donc précordiales. Donc les 4, donc il y a un moyen mnémotechnique simple. Donc c'est donc en partant de la droite, hein, donc en partant de la main droite et faire donc en faisant un cycle comme ça. Donc c'est rien ne va jamais. Donc le R, donc ça veut dire que le rouge c'est dans le poignet droit. Le nœud, donc ça veut dire que le noir dans le pied dans la cheville pardon, droite, et puis V va, donc le vert dans la cheville gauche, et puis jamais, donc ça veut dire que c'est le jaune dans le poignet gauche. Et puis, il ne faut pas oublier donc de mettre le gel. Il faut